Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Dernier Étage. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Thibaut Chanel. Salut Bonjour, Antoine, Thibaut. ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Donc voilà, ça y est, c'est la reprise, comme je l'avais dit la dernière fois, et je suis très heureux pour ce premier retour d'accueillir Thibaut. Thibaut, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas, s'il en reste certains, un petit peu? Quand même. Écoute, moi, ça fait 19 ans maintenant que je fais de l'immobilier. Ok. J'ai commencé à l'époque en étant chasseur d'appartements. D'accord. Et puis, peu de temps après, j'ai commencé à faire l'émission Recherche appartement ou maison sur M6, où on s'est rencontrés. Et puis, dans la foulée, j'ai beaucoup de clients à moi qui me demandaient de leur trouver leur appartement, mais également de vendre leur appartement. D'accord. Et donc, j'ai finalement commencé à ouvrir une première agence pour développer la transaction, puis une deuxième, puis une troisième. Donc, voilà comment, après, j'ai tissé un peu Ouais, le groupe, enfin, comment ça s'est fait petit à petit au fil des années. Exactement. Okay. Mais c'est marrant que tu aies commencé en chasseur parce que, tu vois, je trouve que les chasseurs, c'était un peu le nouveau métier finalement il y a quelques années. Toi, tu as commencé en faisant de la chasse. Moi, j'ai commencé comme ça et à l'époque, donc c'était il y a 19 ans exactement. J'étais pas le premier, mais j'étais vraiment un des premiers à faire de la chasse immobilière. Moi, je trouvais ça assez intéressant d'être de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, puisque c'est un vrai métier de service. Oui. Tu accompagnes donc les clients acheteurs, puisque tu es là pour leur trouver, entre guillemets, le bien idéal. Et j'aimais ce contact, cette relation humaine qu'on pouvait tisser avec eux, parce que je trouve que l'humain, c'est au cœur de notre métier. On en parlera peut-être après, tu vois. Mais cette approche-là moi, m'intéressait beaucoup. À l'époque, il y avait déjà beaucoup d'agences immobilières. Je trouvais que j'avais pas forcément quelque valeur chose ajoutée, valeur ajoutée à apporter à ce moment-là. Et en revanche, voilà, ce métier qui vient des États-Unis, il se trouve que moi j'ai une de mes belles-sœurs qui est new-yorkaise, et qui m'a mis un peu sur la piste. Je lui dis mais attends, mais ça c'est vachement bien, c'est un métier de service. Je pense on arrivait au moment là. Et en plus, c'est assez précurseur quand même, parce que effectivement, il y a 19 ans, je me doute que c'était pas... mais en fait, tu t'aperçois que les gens commençaient à être prêts à payer pour du service, pour de l'accompagnement, pour un service premium sur mesure, notamment à Paris, dans une grande ville où les gens n'ont pas forcément le temps, ou méconnaissent un peu le marché, où ont vraiment besoin de conseils et d'accompagnement. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Oh, super. Et t'as commencé à ton compte tout de suite ou t'étais dans une agence? D'accord. J'ai commencé direct. Direct tout de suite. J'ai monté ma première boîte. Je bossais de chez moi à l'époque. J'étais encore tout jeuneau. J'ai commencé à travailler avec mon carnet d'adresse, un peu le bouche à oreille. Et tu faisais comment? Annonce, classique, taper dans les taper aux portes, etc. Non, pour trouver pour trouver mes clients, pour trouver les appartements. Ah oui, pour trouver les appartements. À l'époque, c'était assez rigolo parce que les gens ne connaissaient pas ce métier. Oui. Donc les agents immobiliers, comprenaient pas trop. Ils comprenaient pas trop, mais enfin ils disaient mais non, ils avaient peur que tu leur voles la commission, le bien, le client, etc. Donc il fallait ruser. Donc au départ puis après les choses ont pris leur marque au fur et à mesure, mais c'est vrai que les premiers temps on disait pas forcément qui on était, on travestissait un peu la vérité en disant qu'on cherchait pour clients, pour un ami, pour une tante, pour un frère, pour une sœur. Et parce qu'en vérité, j'ai essayé au départ de dire la vérité, et là pour le coup c'était porte close, les gens ne voulaient pas entendre parler de ça, etc. Même les particuliers méconnaissaient un peu ça, et tout ce que les gens ne connaissent pas, ça fait un peu peur. Donc au départ, il a fallu jouer un peu de subterfuge, et puis petit à petit, les choses ont commencé à s'installer. L'émission Recherche appartement ou maison est arrivée très vite derrière, qui a quand même, si tu veux, mis un coup de projecteur à ça, a quand même vulgarisé ce métier-là, enfin en tout cas l'a fait connaître, et puis après au fur et à mesure... Ça a assis un peu ta réputation aussi. Exactement. Après c'était plus simple pour moi, et puis les gens après connaissaient ce métier, donc tout d'un coup... ça s'est accéléré. Ouais, ça s'est accéléré. Ok. Et du coup, quand tu dis que la télé était arrivée assez vite, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que j'avais reçu Sandra, on ne savait pas non plus comment elle était arrivée dans l'émission. Est-ce que toi, c'est un casting que tu as passé? Non. Est-ce que c'est... Moi, j'ai pas passé de casting. Donc moi, j'avais monté ma première boîte de chasseur d'appartements quelques mois auparavant. D'accord.
C'est quelqu'un qui a parlé de moi à Pascal Albertine, la productrice historique du programme. D'accord. Ils avaient ce programme dans les cartons qu'ils avaient proposé à M6, qui avait dit oui, ils voulaient en faire un pilote. On parle de moi à Pascal, qui m'appelle en me disant écoutez, voilà, on a une émission en projet, on m'a parlé de vous, vous êtes exactement ce qu'on veut faire dans cette émission, parce qu'on veut aider des gens à leur trouver un appartement ou une maison, donc le côté chasseur, c'est exactement ce qui nous intéresse. Rencontrons-nous, on s'est rencontrés, et les choses sont faites après très facilement comme ça. Super. Et après, ça a fait 15 ans de... Et après, ça a fait 18 ans. 18 ans, wow, c'est fou. Ouais, c'est dingue. Même c'est fou, en fait, qu'une émission dure aussi longtemps. Je crois et que tu restes 18 ans, parce qu'après, des agents immobiliers, il y en a quand même des milliers, qu'on te garde, puis tu es devenu quand même, après, une des figures emblématiques. D'abord, je crois que de l'émission, quand même, tu vois, avec Stéphane. Ouais, je crois qu'après, si tu veux, d'abord, je crois que c'est un programme extrêmement malin et fort dans son concept, c'est-à-dire qu'il véhicule, c'est très bienveillant. On est là pour aider des gens à leur chercher quelque chose. C'est pas intrusif, c'est pas de la télé-réalité. On est aussi dans le conseil. Et puis, je crois aussi, il faut pas se mentir, l'immobilier, l'habitat, c'est la préoccupation première des Français. Donc, tout d'un coup, ils rentrent un peu, ils voient ce qu'ils pourraient avoir, à quel budget, comment, etc. Puis après, les conseils qui peuvent être divulgués, de travaux, etc., font que finalement... En plus, toi, je trouve ce qui était plus dur que nous, c'est que tu faisais toute la France, en fait. Contrairement à des... moi qui avais la chance de faire que Paris, ou Sandra que Lyon, Romain que Dijon, Strasbourg pour Mathieu, toi, t'étais... le Globetrotter, qui est en fait une ville par épisode. C'est exactement ça. Et alors, ça a été un peu challenge au départ, je dois dire, parce qu'au tout début de l'émission, il y avait 2 cas parisiens et un cas en province. Oui. Et donc, Stéphane et moi, nous partagions le cas parisien. Et au bout de 2-3 saisons, mais assez rapidement, la chaîne a dit non, ça va pas, il faut que ce soit plus concernant pour le téléspectateur, on va faire un cas parisien, 2 cas en province. Et là, Pascal Albertine, la productrice, me dit, écoute, voilà, le cas parisien, il est pour Stéphane, qui avait commencé entre-temps Maison à vendre, donc il avait un agenda un peu serré. Nous, on voudrait que tu continues, mais je dis, attends, mais moi, rien. Je connais pas les marchés, j'ai aucun contact, j'ai aucun réseau, je connais pas les villes. Oui, là, la galère s'annonce. Ouais, c'est ça. Et je lui dis, écoute, on fait un test. Si c'est OK, très bien. Et puis, finalement, si c'est trop compliqué, trop galère, tant pis, on laisse. Ouais, bien sûr. La petite suée quand même. Là, tu te dis waouh. C'est ça. Parce que c'est une autre organisation en fait. Et complètement. Et donc en fait, évidemment au début c'était un peu plus tendu. Et à chaque fois finalement, même avec le temps, même au bout de 15 ans, j'avais toujours un peu cette petite appréhension au départ, qui était beaucoup plus légère à la fin. Mais c'est vrai de découvrir une ville que je méconnaissais, dont je ne connaissais pas le marché, pas les problématiques immobilières, je n'avais généralement aucun réseau, aucun contact. Donc là, au début, je prenais mon petit téléphone, exactement, je regardais un peu les agences qui m'avaient l'air un peu en place, etc., par rapport à la recherche qui était la mienne. Je prenais mon téléphone, et puis, bonjour, c'est Thibaut Chanel, voilà, est-ce que blabla. Et ce qui a été plutôt super, c'est que je trouve qu'en province, les gens sont... Complètement, c'est ce que j'allais dire. Ils sont hyper chaleureux. Ils t'accueillent les bras ouverts. Carrément. Il n'y a pas un peu... ce qu'il peut y avoir à Paris, toi que tu as dû peut-être avoir, mais ce côté un peu plus, les gens un peu plus snob et un peu plus hautains, ils ont un peu rien à foutre de la télé, de qui tu es, etc. Là, pour le coup, ils étaient contents. T'es un peu attendu. Ouais, ça leur faisait plaisir, etc. Et puis avec le temps, ma notoriété grandissante, si tu veux, c'était carrément tapis rouge. Les gens étaient tellement sympas. Attends, mais on vient de chercher à la gare, on t'emmène. Complètement. Tu vas déjeuner à tel endroit. Et puis non mais t'inquiète, j'ai bloqué ma journée. Les gens étaient adorables. Et ça, c'était vraiment super. Et j'ai rencontré de ce fait-là des gens géniaux. J'ai pu, moi, commencer à me faire un réseau un peu partout en France de confrères. Oui, c'est ça. Parce que finalement, en fait, tu as développé ton réseau en faisant ça, finalement. Ouais. Et ce qui fait aujourd'hui, tu vois, par ailleurs, quand on me propose régulièrement des maisons à vendre à Tours, dans le sud de la France, etc. Si je sais que j'ai un bon relais sur place, je vais accepter le mandat parce que je sais que je vais pouvoir le travailler en binôme avec quelqu'un. Et en 18 ans, je me suis créé un super carnet d'adresses avec des confrères avec lesquels je travaille régulièrement. Donc finalement, ça a été du positif. Ouais, carrément. Mais je suis d'accord avec toi aussi sur la province. Je trouve que finalement, après, limite, c'est pas que je préférais, mais je trouvais que les gens étaient beaucoup plus aidants et serviables. Vraiment. Mais après, toujours ce stress, parce qu'il faut quand même dire aux gens que tu arrives avec les caméramans, etc.
tu prends le train, donc si t'arrives et qu'il n'y a plus de maison, c'est pas comme un tournage d'une autre émission où de toute façon, là, on a quand même un sujet, et je sais pas si t'es déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé à Paris où tu dois tourner le lendemain, l'appartement est vendu, tu repars à zéro parce qu'il en faut trouver un autre, donc là, il te reste une demi-journée pour trouver autre chose, donc c'est une émission qui est assez stressante puisque c'est la réalité du marché aussi. Donc, mais moi, il m'est arrivé quantité de fois. C'est ça, non, je pense. Bah, donc, je partais donc la veille au soir, la veille du départ, où le train était à 6h30 du matin, d'apprendre que dans la journée, ils ont eu 2 offres au prix sur 2 trucs que je devais montrer le lendemain. Et là, tu fais, on fait quoi? Alors, t'annules certaines fois. Ouais. De toi, pour des raisons d'agenda, ils te disent, démerde-toi. Oui, Alors, ok, mais là, en fait, en 2 heures, je me démerde pour faire quoi? Alors, t'as toujours des trucs un peu sous le coude, mais qui sont pas forcément ce que tu aurais. Bien sûr. Et ouais, non, mais les anecdotes, j'en ai comme ça un paquet. Alors... Et après, je sais pas ce que t'en penses, mais parfois, t'as la chance aussi. C'est-à-dire que t'as une chose que t'avais pas qui finalement revient et que tu te dis, waouh, je rechange l'ordre, tu vois. C'est un peu dans les deux sens, quoi. Alors, il y a des trucs vraiment, quand c'est impossible, t'y vas pas. D'autres trucs, tu dis, bon, ok, celle-là, c'était pas mon premier choix, mais ok, ça peut le faire. Et quelqu'un te dit, mais attends, là, aujourd'hui, j'ai rentré le mandat, sauf que tu vois pas vraiment en avant, tu dis, ok, c'est moi et ma chance. Bon, certaines fois, ça fonctionne et c'est super. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où t'as un peu de pression, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui fait aussi, je pense, la force de cette émission et qui a fait que c'était vrai, quoi. Parce qu'en fait, on avait ce qu'on pouvait trouver au moment. Mais je pense que c'était une grande qualité de cette émission, c'est qu'en fait, tout était vrai, rien n'était scénarisé. Oui. On savait pas ce qui allait se passer à l'avance, ce qu'on allait leur montrer, comment ils allaient réagir. Et donc, cette liberté que tout le monde avait faisait qu'il y avait des instants de vérité. Et je pense que c'est ça qui plaît aux gens. Complètement d'accord. Non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce que je voulais te dire et du coup, là, on va parler un peu parce que finalement, c'est l'immobilier qui est le sujet important et qui intéresse aussi les gens. Bien sûr. C'est un peu un sujet qui est compliqué en ce moment. Je voulais avoir, toi, ton ressenti sur l'année 2024 déjà, qui a été pour certains très compliqué. Toi, quel est ton retour par rapport à ça? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que tu as senti une reprise? Est-ce que... Moi, ça a été très dur. Oui. J'irai même un peu plus loin. Moi, je trouve que... me concernant et un peu autour de moi, pas tout le monde, mais une grosse majorité de mes confrères, copains, etc. On a beaucoup souffert ces 2-3 dernières années. Ouais, d'accord. Et en effet, moi, je trouve que ça a commencé... en vérité, aujourd'hui, avec le recul qu'on a, moi, je trouve que post-Covid, on a encore surfé, mais de façon artificielle sur quelque chose. Et qu'après, ça a commencé légèrement... Moi, je l'ai pas vu, et honnêtement, personne l'a vu, mais 2021, déjà, je trouve que ça a commencé un peu à baisser. Et moi, je trouve que 2022, 2023, 2024, ça a été dur. Et alors, au climax, c'était 2023-2024. La remontée des taux, on le sait tous aujourd'hui, qui ont été multipliés par 4, etc. Les banques qui prêtaient plus, le marché était complètement figé. Ça a été... Mais vraiment, on a une vraie crise profonde du marché qui a duré plus que ce qu'on imaginait, je trouve. 2024, honnêtement, moi, ça a été une année très difficile, encore. 2025, c'est ce que j'allais te demander. Écoute, mieux moi, depuis janvier, du coup. Depuis janvier, je trouve que... Alors, je sais pas si on peut parler de reprise, parce que c'est encore timide, mais en tout cas... Voilà. Tu sens que tu as le retour un peu des acquéreurs? Un petit peu. Je trouve tout est très fragile, mais en revanche, il y a plus d'acquéreurs. Moi, je refais plus de visites, plus d'estimations. On refait des ventes. Je sens que ça se remet en route un petit peu. Voilà. Tout doucement, je vais pas crier victoire, mais je trouve que tu vois, janvier était mieux, février était mieux que janvier, qui était mieux que mars, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On avance là, si ça continue comme ça, et qu'on n'a rien qui vient nous empêcher... Plutôt un message positif, quoi, quand même. Moi, je trouve que vraiment, 2023, 2024, très dur, et je trouve que 2025, ça frémit un peu. Mais tout en sentant qu'il y a une grande fragilité, et qui vient finalement, je trouve...
pas forcément du marché immobilier, mais plus du contexte économique, politique, social, qui est extrêmement catastrophique, qui est flippant. Tu vois, parce que en 2024, on aurait adoré d'avoir des taux autour de 3%, qu'on a aujourd'hui. On a des banques qui jouent plutôt le jeu. En revanche, le contexte économique, social et politique est extrêmement compliqué, quoi. Donc, il y a des gens que tu sens dans une fragilité. Et puis, je trouve aussi, les acquéreurs français étaient tellement habitués aussi au taux à 1 ou 1,5 qui sont encore dans le 3, c'est encore un peu beaucoup. Alors certains qui doivent se loger se disent chouette, j'en profite, mais je trouve que c'est encore assez timide. Alors que je pense qu'on n'est pas prêt de revivre des taux à 1 et qu'on a été en fait un peu mal habitué. Mais tu sais, c'était tout à fait anormal cette situation. Bien sûr. On l'a tous vécu et ça a été des années pour nous, agents immobiliers, fantastiques parce que il y avait un dynamisme incroyable du marché, mais en réalité, il y a un moment où il fallait que ça s'arrête parce que tout ça n'était pas normal et les gens ont pris le pli de ça. Aujourd'hui, on a des taux qui sont autour de 3%, qui sont, je trouve, relativement sains et corrects. Mais enfin, moi, il y a 10 ans, quand j'ai acheté mon appart, c'était 4,5 et c'était tout à fait normal. Je suis très content d'avoir ce taux-là. Donc en fait, on a vécu de façon anormale des taux auxquels les gens s'étaient habitués, mais je pense qu'il faut repenser la façon de voir le prêt bancaire. Bien sûr. Et est-ce que toi, tu as vu le retour des clients étrangers ou pas ? Le fameux client américain, tu sais, que tout le monde attend. Est-ce que tu vois qu'il y a un peu d'étrangers qui à nouveau achètent des pieds-à-terre ou le climat est encore assez tendu et... Un petit peu plus. D'accord. Alors moi, c'est pas forcément le gros de ma clientèle, clientèle étrangère. En revanche, j'ai plus de demandes de clients étrangers pour un pied-à-terre. Je trouve que les Américains reviennent un peu. Certains qui se disent on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà, avec la présidence Trump, si on rapatrie un peu d'argent en Europe et ils adorent Paris et on s'achète un truc, on ne sait jamais. Pareil, j'ai eu un client philippin qui m'a dit je pense que vous savez, mais aux Philippines on a un gros problème politique. Je ne le savais pas. D'accord. Et qui m'a dit on est un certain nombre de Philippins apparemment plutôt aisés, qui rapatrions pas mal de notre argent. Parce que c'est toujours la sécurité quand même pour eux d'investir en France et notamment. Alors je vais pas dire que on les ramasse, il y en a 10 000 qui poussent la porte, mais je trouve qu'on en entend un peu plus. Oui, je suis d'accord. Et qui poussent un peu plus la porte. Est-ce qu'ils achètent pour le moment? J'aurais pas encore tu vois, tu vois, parce que pour maintenant avoir changé de segment, ils sont de retour, mais ils font un peu plus attention qu'avant, tu vois. C'est-à-dire que le budget est un peu plus serré. Si on peut avoir tous les critères qu'on voulait avant, mais pour un budget un peu plus serré, ça nous arrange. Donc je vois que effectivement les étrangers sont de retour, donc ça c'est assez positif pour Paris. Bien sûr. Mais ils font aussi un peu plus attention à pas dépenser non plus. L'achat coup de cœur et tant pis, j'expose un peu le budget, il est moins là, tu vois. J'ai l'impression que ils en visitent plusieurs, il faut qu'il y ait un peu tous les critères. Moi, je trouve que les biens avec encore des défauts assez majeurs sont encore très compliqués à vendre, tu vois. Je trouve que un premier étage un peu sombre ou un rez-de-chaussée, c'est toujours un peu délicat si le prix n'est pas en corrélation, tu vois. Mais alors, c'est un peu ça le problème aussi, c'est que je trouve que les prix sont pas forcément en adéquation systématiquement, tu vois. Malgré ces 2-4 dernières années, où quand même les prix ont baissé. Alors, on est à Paris, toute proportion gardée, dans les très bons quartiers parisiens. C'est plus des correctifs de prix, mais je trouve que malgré tout, la tendance, elle était quand même plutôt baissière de façon générale à Paris. Pas partout et pas de la même manière, on est tout à fait d'accord. Mais il y a encore des vendeurs qui jouent pas le jeu et qui comprennent pas. Je suis complètement d'accord. Non. Et ça marche pas parce qu'en fait, ils se tirent une balle dans le pied. Et je pense que comme toi, comme moi, toi tu vois, tu fais des estimations et t'as les vendeurs qui disent vous me dites que ça vaut 1, on va le mettre à 1,5. Oui. On peut, mais en fait, vous allez cramer votre produit. Enfin, bien sûr. Non, mais en plus, je trouve et puis, il n'y a pas... nous, je trouve que le rendu d'estimation, les gens pensent qu'à chaque fois, les propriétaires ont tendance à penser que c'est le prix bas qu'on leur donne tout le temps, tu vois. Et alors que finalement, c'est vraiment pas ça. C'est plutôt...
voilà, nous on pense que ce prix est déjà ambitieux, mais qu'on est prêt à le tenter. Donc s'il y a des propriétaires qui nous écoutent, faut pas croire que les estimations des agents immobiliers, c'est à chaque fois au plus bas possible pour le vendre en 4 secondes. Absolument pas. C'est un peu ça qu'il faut dire aussi. Mais tu as raison. Et puis il faut appel à notre expertise du marché. Donc on n'est pas là pour brader leurs produits, on est là pour leur dire à quel prix ça peut se vendre. Il y a un prix, voilà, marché. Il y a souvent le prix. On peut essayer un peu plus si, voilà, l'appartement a certaines qualités qui peut se dire, ah, ça peut être éventuellement un appartement coup de cœur. On peut essayer un peu au-dessus. Mais en fait, il faut être dans les prix du marché. Tu peux pas être au-delà des prix du marché, quoi. Et il y en a encore certains qui planent un peu à 4000, moi, je trouve. Je comprends. Et les gens qui se posent la question d'investir encore à Paris, est-ce que toi, tu penses que c'est toujours une bonne chose d'investir à Paris ou pas en étant... Franchement. Alors après, globalement, que ce soit principal, investissement, oui. Alors, je vais faire un distinguo. Voilà. Acheter une résidence principale à Paris, moi je trouve que c'est super. C'est une très bonne idée. Mieux vaut toujours, on le sait, être propriétaire que locataire. Donc la location est vraiment tendue en plus à Paris, c'est un calvaire. Extrêmement tendu, très compliqué. Et puis, enfin voilà, encore une fois, mieux vaut rembourser des mensualités de crédit plutôt que foutre de l'argent tous les mois en l'air dans un loyer. Et puis Paris, pour le coup, pour une résidence principale, ce sera jamais un mauvais investissement. On sait que voilà, les marchés sont cycliques. On sait que là, on a été un peu, voilà, on a un peu touché le fond. Là, on est en train de remonter. Donc voilà, le marché va repartir vraiment à un moment, etc. Donc pour ça, moi, je suis tout à fait. Surtout qu'en plus, où tu as raison, c'est qu'il n'y a pas de taxation quand tu revends. Pas du tout. Pour l'instant. Ouais. C'est un peu la seule. Non, mais c'est pour ça. Et oui, et le marché là, bah voilà, c'est un peu effondré, mais il va repartir. On est à Paris, c'est une capitale européenne. On est moins cher que certaines autres capitales européennes. Donc voilà, là on a été un peu dans l'œil du cyclone, on en sort. Donc dans les années à venir, je pense que voilà, globalement, le marché va reconnaître une dynamique. Donc pour ça, moi, je dis oui. Pour ce qui est des investissements locatifs, je suis beaucoup plus mesuré pour plusieurs raisons. Les prix d'acquisition restent élevés. Les loyers sont encadrés à Paris. Oui. Donc tu ne peux pas louer ton appartement. Ta renta, voilà. Airbnb est quasiment interdit, on va pas se mentir. C'est ça, ouais. Voilà. Tu ne peux louer que 90 jours depuis le 1er janvier si c'est ta résidence principale. Et si c'est pas ta résidence principale, pas du tout. Fini, voilà. Ouais. Et j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est un bruit de couloir réel ou pas, mais qu'en plus, ils vont mettre une nouvelle norme qu'il va falloir pour toutes les locations touristiques, type Airbnb, etc., qui a un accès PMR. D'accord. Bon, donc autant te dire que là, on se coupe de... Ouais, voilà. Donc ça, donc en gros, t'achètes cher pour pas une très bonne rentabilité. Alors si t'achètes pour y mettre plus tard tes enfants, tes machins, bien sûr, c'est un autre débat. Mais en termes de rentabilité, je suis plus sûr qu'investir à Paris, ce soit extrêmement intéressant pour un investissement locatif. Très clair. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai que, en plus, maintenant, le problème, c'est que la mensualité de crédit, le loyer couvre plus du tout la mensualité de crédit à Paris. Donc, finalement, si tu as un effort financier trop fort à faire tous les mois... Ça fonctionnait il y a quelques années. Bien sûr. Quand, à minima, tu faisais une opération blanche, tu vois. Bien sûr. Là, c'est plus le cas. Ouais. Bon, bah... La seule chose où tu peux t'en sortir, c'est effectivement à Paris, parfois, quand le marché est très bon, tu peux revendre beaucoup plus cher que ce que tu avais acheté. Donc, c'est le seul... Je dirais, c'est la seule chose bénéfique si tu fais un investissement, c'est que potentiellement, quelque chose t'as acheté 200, il peut valoir 300 quelques années après. Tout à fait. Mais encore faut-il que tu l'aies assez amorti pour t'y retrouver. Exactement. Par rapport à la plus-value, etc. Mais je dirais que c'est un peu la seule chose. Toi, tu es installé dans le Marais, ton agence est dans le Marais. J'avais lu, tu me dis si c'est vrai, dans le Parisien, que justement, les Parisiens étaient de retour dans le quartier, parce qu'on a beaucoup dit que le Marais, c'était beaucoup de touristes, et que finalement, là, depuis peu de temps, il y avait à nouveau des familles, à nouveau des vrais Parisiens qui retournaient vivre dans le Marais. Est-ce que tu le ressens ou encore, toi, tu es encore beaucoup dans le pied-à-terre ? Alors c'est marrant parce que moi, j'ai pas eu le sentiment que les Parisiens avaient déserté le Marais. D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Il y a beaucoup de touristes, mais qui sont des touristes de passage. Ouais. Il y a en effet des touristes qui ont des pieds-à-terre, mais moi, j'ai pas mal dans le Marais... tu vois, 3e, 4e, plutôt une clientèle de Parisiens occupants,
et pour une partie familiale. D'accord. Et j'ai pas eu l'impression qu'elle avait déserté. Hein. Ok. Mais non. Non. Donc pour l'instant, oui, non. Ouais, ça reste un quartier où les Parisiens sont là. Ben oui. D'accord. Après, c'est vrai que j'en entends certains, il y en a certains d'ailleurs, qui quittent le quartier parce que la circulation est plus difficile, parce que c'est vrai que le week-end, t'as une horde de touristes et de badauds, etc. Et que même dans les rues piétonnes, t'es un peu comme ça, etc. Alors ça dépend dans quel coin bien du sûr, marais. Plutôt le bas marais est plus compliqué que le haut marais. Et ça, je sais que il y en a certains qui vivent là au quotidien, qui commence à être un peu exaspéré là depuis quelques années par cet afflux le week-end. Mais après, voilà, quand tu sors des quelques rues vraiment, la rue Vieille du Temple, la rue de Bretagne, bien sûr. tu vois, la rue des Archives, qui draine quand même pas mal de monde. Dans les rues adjacentes. Qui même hyper sympa. Je suis d'accord. Moi, je suis toujours bien aimé. Ouais. Déjà, après, moi j'adore, mais tous les nouveaux restos sont un peu là, les nouveaux cafés sont un peu là, les boutiques sympas sont là. En fait, t'as quand même, tu fais beaucoup de choses à pied, je trouve. Puis maintenant, avec la circulation, t'es obligé de faire à pied parce que même en scooter, c'est devenu assez compliqué. C'est avec tous les sens interdits, mais finalement, j'ai beaucoup critiqué Anne Hidalgo par rapport à ça. Et en fait, tu commences à te dire finalement c'est sympa parce que maintenant que je me déplace un peu en vélo, tu te dis c'est pas si mal que ça. Ah, tu y es venu au vélo. Un petit peu, tu vois. Je me dis non mais en fait ça y est, elle t'a corrompu. Ça y est. Non mais c'est vrai que tu gagnes un temps fou. Alors je suis toujours en scooter, mais t'as un... Non mais tu sais, c'est un truc... T'as un peu enlevé les voitures, finalement tu te dis bon, c'est pas si mal. Non mais t'as raison, moi je suis aussi en scooter depuis 20 ans. Ouais. Et là, tu vois, je commence à me dire, ça commence à être même compliqué en scooter, quoi. Ouais. Et moi qui étais horrifié de tous ces trucs de vélo, je me suis dit, j'étais un peu... un peu réfractaire. J'ai un peu la dent mauvaise contre Hidalgo. Et je me dis, finalement, je vais finir par m'y mettre moi aussi, parce qu'en vrai, je crois que c'est une facilité de circulation incroyable. Dingue. Et puis c'est assez pratique, finalement, hop, tu l'attaches, tu pars. Je sais. Tu peux avoir ta batterie à tenir, ce qui est un peu pénible, mais t'as pas le casque, tout ça. Donc non, mais c'est vrai que l'hypercentre de Paris, pour ça, la circulation est de plus en plus compliquée. Et en plus, c'est vrai que moi, le week-end, j'habite dans le 2e, tu vois. Donc, 2e, 3e, 4e, 1er, mais je fais tout à pied, quoi. Et c'est vrai que c'est assez agréable. C'est hyper pratique. Ouais. Du coup, on parle d'investissement. Est-ce que toi, personnellement, t'as investi dans l'immobilier ou pas ? Ouais. Un peu de tout, ou tu as priorisé certaines choses, ou c'était un peu en fonction des opportunités ? Écoute, ça a été un peu des deux. D'accord. Moi, j'ai toujours été propriétaire de ma résidence principale. D'accord. Qui t'a permis de faire des gagnants. J'ai commencé jeune. C'est ça. Moi, j'ai commencé jeune. J'ai acheté mon premier studio. J'avais, je dirais, 25, 26, tu vois. Ouais. Dès que j'ai pu, je l'ai fait. C'était un petit studio, etc. Bien sûr. Et puis on était dans un marché, pour le coup, c'était des années Tous les années, bien exactement. sûr. Donc j'ai vendu ce studio que j'avais fait des gros travaux, mais qui était hyper mignon, etc. Je l'ai vendu très cher, ce qui m'a permis d'acheter pas cher quelque chose dans le 4e, à Saint-Paul, où il y avait aussi, moi j'adore faire des travaux, où il y avait beaucoup de travaux que j'ai valorisés en faisant ces travaux. J'y ai habité 5 ans. 5 ans après, je l'ai vendu le double de ce que je l'avais acheté. Ça m'a permis, et j'ai upgradé comme ça mes appartements au fur et à mesure. Et puis en parallèle, à l'époque, parce que je te parle de ça, bien sûr. Bonne dizaine d'années, il y avait encore des sacrées opportunités à faire. Moi, il y a une période aussi où je travaillais avec pas mal de marchands qui arrivaient à avoir des deals assez incroyables. Et quand j'ai pu faire des investissements, je les ai faits, Super. Donc tu conseilles d'investir assez tôt, finalement. Ouais. Moi, alors ça, clairement, je pense que dès qu'on peut, il faut le faire. Puisque cette base vous permettra ensuite sera un apport pour l'achat futur, etc., etc. Et je dirais même que si aujourd'hui, tu vois, par exemple, un jeune couple
ne peut pas accéder à ce qu'ils aimeraient pour acheter leur résidence principale. Ce qui est souvent le cas à Paris, parce que c'est cher. Bien sûr. Et bien, mieux vaut qu'ils achètent 1, 2 investissements locatifs, etc. Bien sûr. Parce que tout ça va avancer, tout ça, leurs carrières vont évoluer, leurs besoins vont évoluer, etc. Et ils auront déjà ces ancrages-là qui leur permettra à un moment peut-être de permettre de jumper, tu vois. Surtout qu'on se rend pas compte, mais ça passe assez vite. Et on peut avoir fait un investissement et on dit waouh, ça fait déjà 5 ans que je l'ai. Ouais. En fait, c'est passé parce qu'on se dit ah, mais si j'ai besoin de l'argent que j'avais mis là-bas. Ouais. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que ça va assez vite. Tout à fait. Et qu'on est bien content de l'avoir fait. Tout à fait. Donc, je suis. Ça vraiment, mais j'encourage tout le monde, dès que les gens peuvent, à acheter ou un investissement ou une ERP, il faut le faire. Et le plus jeune possible, dans la mesure du possible. En parlant de conseils, c'est un peu les dernières questions, ça passe vite. Quel conseil tu donnerais, toi, à un jeune ou une personne qui veut se reconvertir dans l'immobilier? Les conseils, surtout en ce moment où... Parce que ça fait toujours... En fait, c'est vrai que ce métier fait toujours rêver, mais il y a quand même un mais à... Alors, je trouve que c'est un métier super, mais il y a quand même des warnings un peu à donner, peut-être. Oui, alors moi je trouve que c'est un métier merveilleux que je fais depuis 19 ans et voilà, ce métier me passionne toujours autant. Parce que pour moi, ce qui est important dans ce métier, c'est vraiment, je l'ai dit en début de conversation avec toi, mais c'est l'humain. Et en fait, derrière chaque histoire immobilière, d'un achat ou d'une vente, c'est une histoire de vie de gens, heureuses, malheureuses, mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut capter, et il faut les accompagner dans ce moment-là qui est un moment important de leur vie, et c'est comme ça que tu vas créer des liens particuliers avec tes clients. Et moi, ce qui a toujours été mon credo, c'est de me dire que je veux pas juste être un porte-clés et ouvrir une porte par une porte et faire la vente, parce que ça, tout le monde peut le faire, mais c'est d'arriver à créer ce lien particulier qui va faire que les gens vont se dire mon agent immobilier c'est Thibaut Chanel, et que quelques années plus tard on sait que les mutations à Paris c'est tous les 5 ans à peu près, en province tous les 7 ans. Dans 5 ans j'aurai un nouveau projet immobilier, et j'ai été super content, j'étais en confiance avec Thibaut, je vais le rappeler, Thibaut, voilà, on vend notre appart parce que la famille s'agrandit ou je ne sais quoi, et là tu rentres dans le cercle vertueux. Moi ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc j'ai déjà vendu 3-4 fois des choses à des clients. Ça d'ailleurs, c'est la meilleure reconnaissance. C'est génial. Quand la personne t'appelle 5 ans après. C'est le kiff le plus absolu. Tu te dis, ouais, j'ai bien fait le boulot, ils étaient contents, et là, ils me rappellent, et ça, c'est super. Ça, c'est vraiment, moi, c'est ce que j'adore dans mon métier. Après, pour un jeune qui veut commencer, ça peut être un métier très alléchant, comme ça, sur le papier. Bon, là, on a traversé une crise, on commence à s'en sortir un petit peu. Mais avant cela, c'est vrai qu'on avait un peu l'image de je gagne un max de blé. Rolex et Porsche. Et j'en fous le moins possible. Bon. Alors non. En fait, non, c'est pas ça. Non, c'est un métier passionnant, mais il faut beaucoup travailler. C'est pas un métier qu'on fait en alternance. C'est un métier de quotidien avec ses clients sur le terrain, avec ses acquéreurs, avec ses vendeurs. C'est un lien à avoir. C'est évidemment une connaissance à avoir du marché. C'est une connaissance à avoir également, technique, économique, juridique, etc. Parce que en fait, on est là nous pour conseiller et accompagner et vendeurs et acheteurs, puisque on est finalement le lien entre les deux. Bien sûr. Donc c'est très important de pouvoir défendre les intérêts des uns et des autres. Et en fait c'est beaucoup de boulot, ce dont ne se rendent pas forcément compte, je crois, les jeunes qui veulent faire ce métier. Ils voient un peu les paillettes, comme tu dis, la grosse bagnole, et on s'arrose. Et un peu le montant des commissions. On s'arrose de champagne et ça. Et le montant des commissions. Sauf qu'on vend pas tous des appartements à 4 millions d'euros tous les matins. On vend aussi des studios, des 2 pièces. Bien sûr. Beaucoup. Et que je crois qu'il faut, pour moi, ce qui paye, c'est la régularité. Il faut travailler de façon régulière. La plupart des gens qui travaillent dans l'immobilier, ils sont ce qu'on appelle agents commerciaux, donc ils sont payés à la commission. Ce qui est mon cas. Voilà, ce qui est le cas des collabs qui bossent avec moi. Donc en fait, ils ont une rétrocession d'honoraires qui est définie par leur employeur, mais qui sont des rétrocessions d'honoraires relativement importantes, mais ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de fixe.
À ce titre, tu sais que tous les mois, il n'y a rien qui va rentrer. Alors, tu fais une vente, ok, super, tu vas rentrer, je dis n'importe quoi, 10 000. Ouais. Super. Tu dis, ouais, 10 000, je suis roi du pétrole. Sauf que derrière, tu peux ne rien vendre pendant 2 mois, 3 mois. Et là, il faut que tu dises, ok, il faut que je tienne avec ça. Donc, en fait, tous les jours, c'est là où il faut jamais lâcher l'affaire. Bien sûr. Il faut que tu dises, ok, j'ai fait une vente, c'est super, mais il faut que j'en fasse une deuxième, une troisième, etc. Parce qu'après, tu ne sais pas ce qui peut se passer le lendemain. Tu peux après avoir une espèce de un peu trou noir ou être un peu chat noir pendant 2-3 mois. Et ben non, tu vas pas rien faire. Hein. Tu vas faire des visites, tu vas avoir des offres, mais elles vont se casser la gueule, des promesses qui tombent, etc., etc. Donc il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours remettre vraiment. Je trouve que tu résumes bien effectivement ce qu'il faut faire. La réalité, c'est ça, tu vois. Et moi, j'ai vu en 19 ans des collabs et je les voyais, je leur disais, ah ouais, ils avaient fait 2-3 ventes, ils pensaient que les mecs, ils étaient arrivés, que c'était les rois du pétrole, tu vois. Parce que ouais, ils avaient fait, là, ils avaient pris 20 000 là et 30 000 là, et c'est beaucoup d'argent. Bien sûr. Tu vois. Mais je leur disais, c'est pas fini là, vous dites pas là. Parce que là, si vous décélérez maintenant, ensuite, le délai entre une promesse et un acte, c'est 3 mois. Donc là, ça veut dire qu'entre 3 et 6 mois, il va rien se passer, les gars. Ne relâchez pas, c'est là où il faut remettre le turbo. Et ben tu l'as voyé, je leur dis, ben voilà, dans quelques mois vous allez pleurer. Et après, oh, regarde, je vous ai dit quoi. Donc en fait c'est ça, il faut de la régularité. Oui, on a des moments de chance, de chance et de boulot où les planètes sont alignées et où tu te fais 1 ou 2 ventes et c'est génial. Et puis tu peux faire des jolies commissions. Carrément. Et tu dis c'est super. Mais c'est là où il faut pas lâcher, c'est là où il faut que tu dises, ok, ça c'est cool. J'ai ça en réserve, il faut que je continue parce que demain c'est un autre jour et tu ne sais pas ce qui peut passer le lendemain. Et c'est un métier d'ailleurs, c'est un ascenseur émotionnel. C'est ça, ce que j'allais dire. Je trouve qu'il faut un mental pour ce métier d'acier. Mais d'acier, tu peux monter comme ça parce que tu penses que tu as fait une vente et que tu es sur le toit du monde et patatras, tout retombe le lendemain. Tu vas en fait d'euphorie en déception et donc il faut être aussi un peu solide intellectuellement, etc. Et bon, il faut dealer avec ça et se dire que t'es jamais arrivé en fait. Carrément. Et être humble par rapport à ça, tu vas garder de l'humilité. Je trouve que c'est bien résumé. Ben non, mais je sais pas. Mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Dernière question avant de clôturer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025 on est presque à la moitié, mais... Écoute, me souhaiter que elle continue de mieux en mieux. Ouais. Elle a pas si mal démarré. Mais ce serait bien que si ça continue dans cette lancée-là, je ferais plutôt pas une mauvaise année 2025 et puis plus pour le reste hein, tu vois. Après là moi je suis open à toutes les choses bien qui peuvent m'arriver mais c'est aussi toi qui va les provoquer, qui va les générer, on le sait hein. C'est pas en restant assis Voilà, c'est exceptionnel que tu sois assis mais t'as raison, c'est les opportunités vont se chercher, absolument. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah écoute, moi, il y a eu beaucoup de changements, donc écoute aussi, je suis d'accord avec toi. Si le marché peut reprendre un peu plus, ça serait super. Continuer de faire des ventes, que la 2e saison de Dernier Étage se passe bien, et puis la télé, on verra bien ce qui peut se passer, peut-être des nouvelles choses en 2025. Bah écoute, on croise les doigts. On croise les doigts. Merci Thibaut. Salut Antoine. Merci à tous. Voilà, Dernier Étage, c'est terminé, puis je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous. Au revoir.